Donc bonjour, Vincent Thiébaut, député de la 9e circonscription du Bas-Rhin, donc notamment de la région de Haguenau. Aujourd'hui, je suis affilié à Horizon. Je suis membre d'Horizon et je siège à l'Assemblée nationale en tant que député du groupe Horizon. Le chef de parti est Édouard Philippe. Alors, je suis en politique depuis le 6 avril 2016 à 10 heures du matin exactement. Avant, je n'ai pas engagé politiquement, mais je me suis toujours intéressé. J'étais au lycée technique de Haguenau, que plus particulièrement maintenant de Messel. Et ensuite, j'ai fait une section, à l'époque, qui s'appelait Bac E, donc c'est l'équivalent du S plus technologie. Et j'ai également été au lycée au final. Et ensuite, j'ai fait une partie d'études supérieures en génie civil, un brevet technicien supérieur en fonction technico-commerciale, école de commerce, enfin une maîtrise en marketing des ventes par le CNAM. Au départ, c'était pas un vœu. Je n'avais pas forcément envie d'être député quand je me suis engagé. Je me suis engagé parce que j'étais convaincu qu'il fallait faire bouger des lignes au niveau de la politique française, casser un peu le système dans lequel on était un peu enfermé. Il fallait un peu rénover le clivage gauche-droite traditionnel. C'est là où je me suis engagé pour suivre le président Emmanuel Macron, qui avait mis cette volonté en même temps, qui me semblait nécessaire. Et au fur et à mesure de mon engagement, donc j'ai créé le comité d'Haguenau, j'ai fait partie du comité départemental pour les élections présidentielles. Et à un moment donné, le mouvement a émis le souhait que les marcheurs, donc des gens qui n'étaient pas dans la politique avant, puissent déposer des dossiers pour les législatures, que j'ai fait assez tardivement. Et il s'est avéré que j'ai été nommé candidat après les élections présidentielles. Et c'est là où j'ai mené campagne en tant que député. Est-ce qu'il faut des qualités propres pour être député? Je dirais non, puisqu'en fait l'objectif d'un élu, c'est que tout le monde peut être élu à partir du moment où il répond à toutes les conditions. Donc on a chacun nos propres qualités, nos propres qualités intrinsèques. Après, effectivement, il faut quand même avoir le goût de la République, le goût de la politique et surtout le goût des gens. J'aime bien le terme de rumeur. À un moment donné, quand on lance un parti politique, c'est à un moment donné, c'est aussi pour gagner les élections. Pour l'instant, 2027, c'est encore loin. Effectivement, je pense qu'on a une petite idée du candidat qu'on aimerait bien, c'est clair. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire entre-temps. Il y a les élections européennes, il y a un pays encore à mener. Il y a 4 ans, donc on va pas attendre 4 ans ces élections pour agir. Donc le but, c'est aussi d'agir avant tout dans la majorité présidentielle, d'agir à l'Assemblée et d'agir politiquement dans le pays. On a besoin aujourd'hui de réunir les forces. On voit les tensions qu'il peut y avoir. J'ai pas quitté le camp d'Emmanuel Macron, puisqu'en fait, le groupe Horizon s'inscrit directement dans la majorité présidentielle. Donc, en fait, il s'avérait que moi, j'avais la double appartenance, puisque à l'époque, c'était pas encore Renaissance, c'était En Marche, République En Marche, et j'étais aussi membre Horizon, puisqu'à l'époque, les doubles adhésions étaient tolérées. Au moins législative, il a fallu faire des choix. Le choix, c'est, Édouard Philippe m'a appelé, m'a posé la question si ça me dérangeait qu'il me présente comme candidat à Horizon. Je dis non à partir du moment où on s'inscrit dans la logique du programme présidentiel qu'on a défendu. Par rapport à nous-mêmes du pays qui nous entoure. Aujourd'hui, on se rend compte que la France, notamment depuis 2017, a beaucoup agi pour aider les Français, valoriser l'aspect travail, rémunération du travail, et nous sommes un des pays sur lesquels nous sommes les plus pertinents, notamment sur le sujet sociaux et l'égalité. On est un des pays qui faisons le plus au niveau social. C'est une partie importante du budget. J'y tiens. Ça fait partie de la tradition française. On fait déjà beaucoup. Et on est certainement un des pays au monde qui faisons le plus. Ceci dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'en contenter. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Je pense que le premier sujet plus important sur notamment l'aspect social, c'est donner les moyens à tous et à toutes de pouvoir vivre pleinement sa vie. Et la première étape, c'est l'école. Je pense qu'aujourd'hui, on a un gros travail, notamment sur le sujet de l'éducation nationale, notamment sur le début, de 0 à 6 ans, où encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop d'inégalités. Et malheureusement, c'est dans cet âge-là que souvent tout se joue. Donc là, il faut vraiment qu'on y travaille. Il faut vraiment donner les moyens à notre jeunesse de pouvoir derrière avoir une scolarité normale et d'avoir les capacités à pouvoir pleinement vivre sa vie, quelque fois que ce soit. C'est pas forcément des grandes études. Je pense que trop longtemps en France, on a dit que si on faisait des longues études, si on n'en faisait pas, était mauvais. Malheureusement, je pense que c'est un mauvais choix. Il n'y a pas de honte à être boulanger, artisan ou ainsi de suite. Bien au contraire, on en a besoin. Et à un moment donné, il faut que les jeunes aient la capacité du choix. Il ne faut pas que ce soit un choix par défaut. Il faut vraiment que ce soit effectivement un choix de vie qui doit être donné et avoir cette liberté de pouvoir choisir. Le premier sujet par rapport aux extrêmes, effectivement, on peut s'en inquiéter, et tous les extrêmes sont dangereux. Il n'y a pas un extrême qui est moins dangereux que l'autre.
l'extrême droite est aussi dangereuse que l'extrême gauche. Mais une chose est claire, ces gens-là ne sont pas des républicains. Et ces gens-là ne sont pas à la hauteur de la République française. Ces gens-là sont dangereux pour la République. Et même s'ils pourraient donner l'impression à l'un ou à l'autre, et légitimement, je peux comprendre que par des raisonnements simplistes et populistes, qu'en fait, ils ont la solution. Non, ils n'ont pas la solution. Il n'y a aucun système aujourd'hui qui est basé sur les extrêmes qui a fait ses preuves dans le monde. Aucun. Ils sont tous effondrés. Ils ont tous mené à une seule chose, soit une dictature, soit un dépérissement total du pays et au détriment de la population. Donc oui, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour combattre ces gens-là. Pour les combattre, il y a plusieurs choses. Un, démontrer et montrer leur vrai visage. Et les événements aujourd'hui, les déclarations de certains ont pu montrer aux Français le vrai visage qu'ils avaient, notamment sur le sujet de l'antisémitisme. Et après, je pense qu'il faut aussi, il y a deux sujets à faire au niveau de la population, c'est l'éducation. L'éducation, rappeler effectivement l'histoire, montrer que ces gens-là sont issus de partis qui n'ont toujours été de mouvements qui n'ont jamais amené de quoi que ce soit de bon au niveau de l'humanité. Montrer aussi que, oui, des fois, c'est complexe. La démocratie, c'est complexe. Surtout beaucoup de devoirs, des devoirs de respect collectif, individuel. Ça demande beaucoup d'exigences déjà vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est un sujet d'éducation. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais initialement. Le sujet d'éducation nationale, notamment pour les plus jeunes, est primordial. Mais aussi encore aujourd'hui, de faire de la pédagogie, expliquer aux gens et surtout de le faire dans le respect. Bah, on a déjà pris beaucoup déjà. Depuis 2017, on n'a pas arrêté. Et derrière, tout le monde le reconnaît, même les députés, les écologistes, quand on discute avec eux, ils nous disent la France n'a jamais fait autant depuis 2017. On a déjà fait beaucoup, énormément. Je rappelle les lois. On a la loi d'orientation mobilité pour favoriser mobilité propre. On a été le premier pays au monde à avoir acté qu'en 2040, nous arrêtons les voitures, alors la vente en tout cas du neuf, pas l'interdiction de rouler, mais la vente des voitures à moteur énergie fossile. Donc tout ce qui est émanation du gaz naturel ou du pétrole. On a beaucoup agi notamment sur les sujets de développement des ENR, parce qu'aujourd'hui on a un développement des énergies renouvelables qui est assez conséquent, qui a été renforcé par une loi encore qui a été votée cette année. On a fait une loi qui pour moi est essentielle, qui aujourd'hui est une loi de référence européenne, voire mondiale, c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire, avec effectivement favoriser la durabilité des appareils, le droit à la réparation, favoriser tout ce qui est réemploi, recyclage, donc là-dessus on a beaucoup agi. On a aussi, j'étais moi-même rapporteur sur la première loi au monde sur l'impact environnemental du numérique. Aujourd'hui, on a créé des référentiels qui sont au niveau français, qui sont aujourd'hui qui servent de référence au niveau mondial. Et je prends toujours exemple. Je suis également membre de l'Assemblée franco-allemande, parlementaire franco-allemande, qui est née suite au traité de Seychelles. Et les députés allemands aujourd'hui, députés verts allemands, demandent à ce que le Bundestag et le gouvernement allemand s'inspirent de la France. Je pense qu'il y a 10 ans, personne n'aurait pensé ça, mais aujourd'hui, les Verts allemands demandent effectivement à ce qu'on s'inspire du modèle français, parce que nous avons beaucoup agi. Après, la problématique aujourd'hui, ça va être effectivement de pouvoir s'assurer que tout ce qui est mis en place marche. Donc, je pense qu'il y aura des réajustements. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire une pause aussi, non pas qu'il faille y arrêter les ambitions, mais surtout s'assurer que tout ce qu'on a mis en place depuis maintenant bientôt 7 ans marche et accompagne vraiment les Français. Juste quelques chiffres quand même, on est passé à plus de 200 000 rénovations thermiques des bâtiments, on innove énormément, c'est quand même un budget de plus de 4 milliards au budget de l'État. On a sorti plus d'1 million de véhicules les plus polluants du parcours automobile, notamment avec la prime de reconversion, et aujourd'hui 25% des véhicules neufs qui sont vendus sont soit des véhicules électriques, soit des véhicules hybrides. Une chose est sûre, c'est que cette décision a été prise en 2012. Je pense qu'effectivement, on n'a pas tout dit sur ce sujet-là. Ça n'a pas été très clair, ce que j'ai pointé dans le rapport. Ensuite, la fermeture de cette centrale est plutôt une opportunité. Je dis pourquoi une opportunité? Parce qu'aujourd'hui, nous avons notre parc de centrales nucléaires qui est vieillissant, pour certaines des plus anciennes, notamment issues de la série Fessenheim. Donc, et on a besoin aussi de connaître l'état du vieillissement de ces centrales. Et le démantèlement de la centrale va permettre justement de pouvoir mener des études sur le vieillissement des métaux, des matériaux, et de pouvoir faire anticiper éventuellement les travaux à faire sur les autres centrales du parc, de technologie équivalente, pour qu'elles durent le plus longtemps. Puisque derrière, il y a le grand projet de grand carénage, c'est-à-dire faire perdurer les centrales. Donc pour moi, c'est plutôt de ce côté-là, c'est une opportunité. Je pense de toute façon, Fessenheim, même sans décision politique, aurait fermé. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que là-dessus, ça manquait de transparence vis-à-vis de la population, ça manquait de transparence vis-à-vis des élus locaux, et c'est ça qui est dramatique,
parce que ça n'aura peut-être pas permis d'anticiper assez la fermeture de Fessenheim. Tout en sachant quand même que le jour où on a construit Fessenheim, je vous rappelle que cette centrale était initialement prévue pour 20 ans, on l'a poussée à 40 ans, donc on savait un jour ou l'autre qu'elle allait fermer. Donc le sujet de la préparation, de l'anticipation de cette fermeture, interroge. On a besoin de nucléaire en France aujourd'hui. Je suis pour, effectivement, et d'ailleurs on l'a acté dans la loi de 2018 sur la loi énergie et climat, on a acté que non, jamais il a été décidé en France d'arrêter le nucléaire. Le seul truc, effectivement, qu'on disait, c'est qu'il fallait mieux répartir les différentes sources de production d'énergie, puisque 75% de l'électricité est produite par le nucléaire, et on a pu le voir il y a 2 ans qu'on a eu des problèmes technologiques sur certaines centrales, qu'on dépend trop d'une seule technologie, ça amène des difficultés, et on n'est pas ses yeux dans le même panier, donc il nous faut une meilleure répartition, effectivement, d'où l'intérêt de développer aussi les énergies renouvelables, pour avoir aussi des alternatives, et pour s'assurer aussi de notre souveraineté. On a 3 régions aujourd'hui qui posent vraiment problème, c'est la région Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Après, il faut regarder qu'est-ce qui pose problème réellement. Ce qui pose problème, c'est effectivement, déjà, effectivement, le rattachement à cette entité politique, à une région qui est très grande, qui fait qu'aujourd'hui, si on veut se déplacer dans la Marne, c'est plus facile d'aller à Paris que d'aller dans la Marne. C'est une réalité. Euh, Ensuite, il y a le sujet pour moi de la crise institutionnelle et démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a fait, depuis 1983, on a voulu faire des réformes institutionnelles, où l'objectif premier, notamment du ministre qui avait porté ça, c'était Gaston Defferre, maire aussi également de Marseille. L'objectif, effectivement, à l'époque, dans la réforme de 83 qui est venue en œuvre en 86, était de fusionner les départements avec la région. Et ça a été l'objectif souvent de beaucoup de réformes institutionnelles. Ça n'a pas eu lieu, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 2 élections, les élections départementales. Aujourd'hui, on fait des élections de la collectivité européenne d'Alsace et les élections régionales qui font que les gens ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Après, on a une réforme qui est en cours, un groupe de travail une mission, pardon, qui est menée par l'ancien ministre Éric Woerth, qui est député Renaissance, qui a été confié au président de la République, pour réfléchir à quelle serait la réforme institutionnelle qu'il faudrait mener dans la prochaine ou les 2 prochaines années pour améliorer l'efficacité de l'action publique. Moi, je dis toujours, il y a un principe de base. On ne peut pas aller contre les flux naturels. Toute politique qui va contre les flux naturels est une politique qui ne peut pas s'exercer. Deuxièmement, il faut se poser la question du bon périmètre des compétences. À juste titre, je pense qu'il faut effectivement que l'action publique et les services publics doivent se faire au plus proche du terrain, en plus de proximité. Ça interroge effectivement sur la grandeur de certaines collectivités territoriales. Malgré tout, sur des sujets stratégiques, et d'ailleurs, c'est ce qui avait été fait à l'époque, avant même que soit créée la région Grand Est, c'est se poser la question notamment sur stratégie je prends l'exemple de la grande industrie, on parle d'une cinquantaine, une centaine de sites sur la région Grand Est. La grande industrie, est-ce qu'il n'est pas pertinent, effectivement, d'avoir un périmètre, un maillon large sur ce périmètre-là? Sachant qu'après, sur l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, il faut plus être en proximité. Donc c'est toute cette réflexion qu'il va falloir mener. Moi, je ne me cache pas effectivement que j'ai œuvré à la création de la collectivité européenne d'Alsace. J'ai été un des acteurs. Je pense qu'il faut que les jeunes aient une expression en politique, ça c'est clair, et elle manque souvent. Moi, je dis toujours, notamment ce que je disais à l'époque quand j'avais affaire à des chefs d'entreprise, je leur dis j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes meilleurs que vos parents. La mauvaise nouvelle, c'est que vos enfants sont meilleurs que vous. Et je pense qu'il faut être confiant dans notre jeunesse. Il faut faire confiance, il faut les accompagner. On voit aussi qu'il y a une autre approche sur l'immobilité, sur le fait de la possession. Alors moi, je suis un cas particulier pour quelqu'un de ma génération, hein, parce il y a encore peu, je vivais en colocation. Parce que moi, l'idée de la possession, c'est un truc qui est totalement abstrait. Mais je peux comprendre, ça n'empêche pas que les gens voient. Donc voilà, je pense qu'il faut faire confiance à notre jeunesse. Notre jeunesse a plein de richesses. Il faut l'accompagner. Et ce que j'ai envie de dire, moi, sur la jeunesse, c'est ne reproduisez pas les erreurs qui ont été commises. Intéressez-vous à l'histoire de France. Impliquez-vous en politique. Mais s'impliquer en politique, c'est déjà s'impliquer dans les associations. Trouvez une assoce dans laquelle vous pouvez vous éclater. Vous donnez-vous l'envie de vous engager. Vous verrez, il y aura de très belles choses à faire et on sera ravis d'avoir une jeunesse qui s'implique, en tout cas
notre vie quotidienne. Mais bien sûr, donner l'envie du partage, donner l'envie de la réflexion, parce que ça montre déjà que, un, à votre niveau déjà à vous, vous vous y intéressez, et vous partagez l'information, en tout cas votre vision, et vous permettez aussi à des élus de pouvoir s'exprimer auprès de la jeunesse. Donc, félicitations, c'est très bien. Je ne peux que être d'accord et soutenir votre démarche.